Sean Vincent Gillis, l'autre tueur de Bâton Rouge. Sean Vincent Gillis est un tueur en série américain qui a assassiné entre 1994 et 2003 8 femmes à et autour de la ville de Louisiane Bâton Rouge. Surnommé l'autre tueur de Bâton Rouge, son arrestation est intervenue peu après celle de son rival, le tueur en série Derek Toddley. Sean a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Gillis est né le 24 juin 1962 dans la ville même où il va commettre ses forfaits. C'est le fils de Norman et d'Yvonne Gillis. Son père, qui est en proie à l'alcoolisme et aux troubles mentaux, va rapidement quitter sa famille peu après la naissance de Sean Vincent. Yvonne est désormais seule donc pour élever son fils. Pour gagner l'argent du foyer, elle travaille à temps plein à la station de télévision locale et peut compter sur ses parents pour s'occuper de Sean Vincent quand elle n'est pas là. Jeune enfant, Sean ne montre aucun trouble particulier. C'est bien plus tard, à l'adolescence et au début de son âge adulte, que ses amis et voisins vont commencer à percevoir son côté sombre. Il suit son cursus scolaire dans des écoles paroissiales. Sa mère est en effet assez dévote et tient à ce que son fils suive un parcours religieux. Seulement, Sean Vincent n'est pas très intéressé par l'enseignement de l'école et se contente pour lui faire plaisir d'avoir la moyenne, ce qui fera penser à cette mère que son fils est brillant. Adolescent, il devient étrange aux yeux de ses pairs et il a seulement 2 amis avec qui il traîne beaucoup. Le trio squatte chez Yvonne la plupart du temps et les 3 amis aiment à y parler de leur série préférée, Star Trek, des filles, à écouter de la musique et à fumer des joints de temps en temps. Il est arrêté pour des infractions mineures, dont des infractions routières et écope de sanctions pour avoir fait des outrages au tribunal. Sean Vincent finit par obtenir son diplôme d'études secondaires et trouve un emploi de dépanneur. Au travail, il se montre consciencieux. Et quand il rentre chez sa mère le soir, il se précipite dans sa chambre et se jette sur son ordinateur pour y visiter des sites pornographiques. À force de regarder tous les jours de la pornographie en ligne, Gillis commence à développer sa pathologie et voit sa personnalité en être affectée. Son travail s'en ressent et il manque plusieurs jours de boulot. Il est moins impliqué et passe de plus en plus de temps seul devant son ordinateur. En 1992, sa mère Yvonne a une proposition de travail à Atlanta. Elle décide de répondre positivement et elle fait part à son fils de sa décision de partir et lui demande s'il veut la suivre. Sean Vincent décline la chose, il n'a pas envie de quitter Bâton Rouge. Alors sa mère décide quand même de partir, mais en contrepartie va accepter de conserver la maison afin que son fils ait toujours un endroit où vivre. Sean Vincent Gillis a à présent 30 ans. Il vit seul pour la première fois de sa vie et il peut faire ce qu'il souhaite, tout ce qu'il veut, sans avoir peur de voir débarquer sa mère dans sa chambre par surprise. Mais ce n'est plus le regard de sa génitrice qui va se porter sur lui, mais celui de ses voisins qui le surprennent tard le soir, alors qu'il se trouve dans la cour de la maison, en train de hurler à la nuit. Parfois, Sean Vincent retourne sa colère contre sa mère qu'il a laissée seule et s'en prend aux poubelles qu'il assène de coups de pied. Comment occupe-t-il ses soirées quand il n'est pas sur son ordinateur? Eh bien, il épie sa voisine par la fenêtre, en fumant de la marijuana. Peu à peu, ses voisins parlent entre eux. Ils trouvent cet homme étrange, il leur fait peur, et se disent même qu'ils préféreraient qu'il parte loin d'eux. En 1994, Sean Vincent découvre pour la première fois vraiment l'amour en la personne de Terry Lemoine, qu'il rencontre via un ami commun. Les 2 adultes se lient rapidement, et même si Sean se montre au lit un piètre amant, Terry le trouve gentil et prévenant. Et comme il vient de perdre son emploi, elle lui trouve une place dans l'entreprise où elle travaille, toujours comme dépanneur. Malgré cette relation, Gillis continue à fumer, à boire et à visionner des vidéos porno sur le net. Il préfère d'ailleurs voir des vidéos, se stimuler avec, que de vivre sa relation pleinement avec sa compagne. Terry l'accepte, car elle ignore que Sean visionne en fait des vidéos de viol, de mort, qui mettent en scène des séquences de mutilation de femmes. Elle est toujours en couple avec lui quand, en mars 1994, il va passer à l'acte en s'en prenant à une femme âgée de 81 ans, Anne Bryan. Anne Bryan habite sur la place St. James.
la vieille femme de 81 ans, a un appartement juste en face de l'entreprise où travaille Gillis. Elle a pour habitude de laisser sa porte ouverte le soir, avant d'aller se coucher, afin de ne pas avoir à se lever le matin pour ouvrir à l'infirmière qui vient lui donner des soins. Il est 3 heures du matin quand Gillis pénètre dans l'appartement de la vieille femme. Aussitôt, il tente de la violer, sans y parvenir d'ailleurs. Il la poignarde alors à mort. Il frappe 47 fois, la décapitant presque et l'éventrant en portant plus particulièrement ses coups sur son visage, ses organes génitaux et ses seins. L'assassinat d'Anne Bryan choque la communauté de Baton Rouge. Mais son meurtrier ne sera retrouvé par la police que 10 ans plus tard. Et Gillis va attendre 5 ans avant de s'en prendre à sa seconde victime. Durant ce temps, il s'installe avec Terry Lemoine et c'est ce qui semble calmer ses crises. Pourtant, en janvier 1999, son couple bat de l'aile. La routine s'est installée. Sean Vincent s'ennuie et il décide alors de repasser à l'acte et se met à écumer les rues de Baton Rouge à la recherche de sa prochaine victime. Il va alors s'en prendre à 7 autres femmes, pour la plupart des prostituées, à l'exception de Hardy Schmidt, qui était originaire d'un quartier huppé de la ville et qu'il avait repéré alors qu'elle effectuait son footing. Nous sommes en mai 1999. Gillis vient de passer 3 semaines à conduire dans la région à la recherche de sa prochaine victime. Vers 5h30 du matin, le 30 mai 1999, un dimanche, il voit Hardy Schmidt, 52 ans, courir sur Kell Run Drive. 2 jours plus tard, son corps sera retrouvé dans un bayou au large de la route 61, dans la paroisse de St. James. Gillis avouera plus tard qu'il a heurté Schmidt avec sa voiture, la jetant dans un fossé. Il est sorti et a placé une couverture en plastique métallique autour de son cou et l'a forcé à monter dans la voiture. Il s'est rendu ensuite dans un parc, près de Highland Road, et l'a violée. Après l'avoir tué, il a mis son cadavre nu dans le coffre de sa voiture, une cheville cavalier blanche, et l'a laissé là jusqu'à ce qu'il le jette 2 jours plus tard. Lillian Robinson, elle, est portée disparue en janvier 2000. Des mois plus tard, quelqu'un va retrouver son corps dans le bassin d'Atchafalaya, près de Whiskey Bay, à seulement 3 km de l'endroit où le corps de Pam Kinamore a été également retrouvé. Lillian a été étranglée et jetée du pont. Le bureau du coroner dira qu'elle a également montré des signes de noyade. Au même moment de ces meurtres, un autre tueur en série fait son office. Son nom, Derrick Toddley. Les morts s'accumulent, les meurtres ne sont pas élucidés, les gens commencent à gronder. La population en a assez et demande des comptes à la police, qui décide alors de mettre en place un groupe de travail afin de mettre la main sur le ou les meurtriers. Et c'est ainsi que Sean Vincent Gillis va se faire prendre. Donna Bennett Johnston, 43 ans, est la 8e et dernière victime de Gillis. En février 2004, elle est violée et étranglée avec une cravate en nylon. Après la mort, Gillis mutile son corps, lui coupant les seins, le mamelon gauche, arrachant un tatouage sur sa cuisse droite et lui coupant le bras gauche au niveau du coude. Son corps sera retrouvé le 27 février 2004 dans un canal de drainage près de Benure Road, au sud de la Louisiana State University, à Baton Rouge. Sur place, il laisse des traces de pneus qui vont conduire la police jusqu'à lui. Avec l'aide des ingénieurs de la compagnie Goodyear, les inspecteurs identifient la marque et la série de pneus et retrouvent tous ceux qui en ont acheté. Sean Vincent Gillis est numéro 26 sur leur liste. Les policiers relèvent les ADN de chacun des acheteurs et celui de Gillis match. Il est en effet identique à celui retrouvé sur les poils de 2 de ses victimes. À peine en garde à vue, Gillis se met à table et avoue ses crimes à 7 h du matin. Il a été arrêté à 1h20. Au policier, il décrit fièrement ses prouesses et se met même à rire et à plaisanter en évoquant comment il a découpé le bras d'une de ses victimes, consommé la chair d'une autre, comment il a violé les cadavres et s'est masturbé avec les parties qu'il a tranchées des corps. La police fait une perquisition chez lui et Tony, avenue Burking, à 13h30 le 29 avril 2004, et découvre sur son ordinateur 45 photos montrant le corps mutilé de sa dernière victime, Donna Johnston, ainsi que des photos du cadavre de celle-ci dans le coffre de sa voiture. De nombreuses autres photos des victimes précédentes sont également retrouvées, dont certaines ont été utilisées lors de ces différents procès pour meurtre au premier degré. En attendant son procès, Gillis tient en prison une correspondance et écrit à une amie de Donna, Tammy Purpura. Oui, Donna, sa victime. Dans ses lettres, il lui décrit l'assassinat et semble montrer un début de remords. Elle était tellement ivre qu'il a fallu seulement 1 minute et demie pour qu'elle succombe à l'inconscience et à la mort, écrit-il.
Honnêtement, ses derniers mots étaient « Je ne peux pas respirer ». Je l'ai démembré post-mortem. Il doit y avoir quelque chose au fond de mon subconscient qui a besoin de ce genre d'action macabre. Tammy Purpura va mourir du sida peu de temps après avoir reçu ces lettres. Elle aura cependant le temps de les remettre comme pièce à conviction à la justice, qui ne manquera pas de s'en servir lors du procès. Sean Vassanghilis est accusé finalement des meurtres de Catherine Hall, de Johnny May Williams et de Donna Bennett Johnston. Au cours de son procès en 2004 pour le meurtre de Donna, sa mère Yvonne a déclaré que son fils était un enfant bien élevé, avec de bonnes notes dans son enfance et une vie sociale saine. Dans la phase de sanction du procès, alors qu'elle témoignait pour la défense, sa mère aurait déclaré « J'avais l'habitude de l'appeler mon petit ange aux yeux bleus. C'est la personne que j'aimais le plus dans ce monde. » Sean Vassanghilis est jugé le 21 juillet 2008 et est reconnu coupable et condamné à la prison à vie, sans libération possible. L'année précédente, il a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et a été reconnu coupable de l'assassinat de Joyce Williams, 36 ans. Un an plus tard, il sera également reconnu coupable de l'assassinat de Lillian Robinson. Sean Vassanghilis est actuellement incarcéré au pénitencier d'État de Louisiane. Si vous avez aimé ce portrait de tueur en série, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt sur psycho-criminologie.com.